c'est Clémence. Bienvenue dans ce 10e épisode du podcast Nous, femmes d'IPE. Être fière de qui nous sommes, femmes, francophones, insulaires, des femmes inspirantes qui prennent le pouvoir sur leur vie, qui se battent pour leurs droits et qui surpassent leurs rêves. Dans chaque épisode, je pars à la rencontre d'une de ces femmes. À travers son parcours, son histoire et ses combats, elle s'interroge avec nous sur son féminisme. Aujourd'hui, on parle de politique et plus particulièrement de la place des femmes dans ce milieu encore très masculin avec Sweta Dabou, la directrice exécutive de la coalition des femmes dans le gouvernement de l'île du Prince-Édouard. De son départ de l'île Maurice à son arrivée à PEI, Sweta donne de son temps et de ses compétences pour faire de notre province un lieu d'égalité et d'équité. Bonne écoute! Bonjour Sweta. Bonjour Clémence. Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Nous, femmes d'IPE. Merci beaucoup de m'avoir invitée, je suis ravie d'être ici. Super. Eh bien écoute, on va commencer par la toute première question qui consiste à te présenter comme tu le souhaites, puis à nous expliquer un petit peu ton parcours pour en arriver à être la Sweta d'aujourd'hui. Oh, ça c'est une question difficile. Déjà, je n'aime pas parler de moi-même beaucoup, donc je vais essayer. Alors, je m'appelle Sweta, je suis la directrice de la coalition pour les femmes au gouvernement de l'île du Prince-Édouard. Comment est-ce que je suis arrivée là, c'est une question... La réponse la plus directe, c'est que j'ai vu qu'il y avait une offre d'emploi en avril 2020. J'ai mis ma candidature et j'étais la directrice un mois plus tard. En ce qui concerne le parcours lui-même, alors je suis originalement de l'île Maurice. C'est une petite île qui est tout près de Madagascar dans l'océan Indien. Et je suis arrivée à l'île Prince-Édouard en 2016 pour étudier la biologie à l'université ici. Alors, j'ai fini mes études en 2020 en biologie, mais aussi en sciences politiques. J'ai réalisé un peu au milieu que je ne voulais vraiment pas être médecin. Je me suis dit pendant 20 ans que je voulais être médecin et puis c'était pas pour moi. Alors, avant d'être avec la coalition, j'étais beaucoup impliquée dans les politiques étudiantes, donc avec l'union étudiante de l'université. Et c'est là vraiment que j'ai eu mes débuts en ce qui concerne l'intérêt en politique, en ce qui concerne vraiment plaidoyer pour soutenir les personnes. Pour nous, c'était les étudiants. Alors, et je trouve que c'est beaucoup de ces valeurs-là qui sont transmises pour mon travail aujourd'hui. Et j'ai envie de te poser la question, comment ça s'est passé ce passage de « finalement, je veux pas être médecin et je vais aller en sciences politiques du coup un peu plus large ». Enfin, c'est vraiment un grand écart. Oui, alors je crois que la question prochaine, c'est quels sont les 3 moments les plus marquants de ta vie. Oui, exactement. Donc, je crois que ça, c'est un moment pour moi, vraiment ce déclic de réaliser que je voulais pas être en médecine. Alors, j'avais décidé d'être médecin dès que j'avais 5 ans. Je me suis dit, c'est fait, c'est décidé. J'ai passé vraiment les 15-16 années après ça, vraiment travailler vers cela, toutes mes études, tous mes efforts. Et je me suis retrouvée en France en 2014 à l'université de Bordeaux pour vraiment entamer mes études là-bas. Donc, tu pouvais pas le faire à l'île Maurice ? Non, j'avais l'option, mais aussi culturellement, quand on regarde l'île Maurice, j'ai réalisé que tant que j'avais le soutien de mes parents, je ne serais jamais vraiment indépendante. Okay, oui. Je ne saurais jamais vraiment comment faire ma lessive, comment faire la cuisine. Je me souviens que le premier mois que j'étais en Bordeaux, j'ai téléphoné à ma maman tous les jours pour lui demander comment est-ce qu'il faut cuisiner. Oui. C'était par Skype à l'époque, on n'avait pas encore Zoom. Et j'ai toujours réussi à brûler le repas. Oui, on apprend. On apprend. Je cuisine beaucoup mieux maintenant. Mais alors, j'ai décidé de partir en France parce que, numéro 1, la qualité de l'éducation en médecine là-bas, c'est très, très compétitif, c'est très, très positif, mais aussi pour chercher cette indépendance, pour savoir qui j'étais, qui je serais sans vraiment le soutien familial. Donc, je me retrouve en France, je fais 2 ans et je réalise que c'est vraiment, vraiment pas pour moi. Ah, t'as quand même fait 2 ans. J'ai fait 2 ans. Je sens que la première année de médecine, elle est quand même... Oui, j'ai fait la première année de médecine et puis je suis arrivée en 2e année. Je me suis dit que, au final, je me vois pas dans un hôpital pour les prochaines 40-50 années.
Et j'avais vraiment envie de changement. Et c'est là que j'ai parlé à mes parents aussi. Et par coïncidence, l'université de l'île Prince-Édouard avait envoyé quelqu'un pour recruter à l'île Maurice. Okay. Et qui a rencontré mes parents. Et ma maman m'a dit, ça c'est la personne la plus formidable que j'ai rencontrée. C'est fou. Ah oui. Et est-ce que tu as regardé l'île Prince-Édouard? Est-ce que tu en as déjà entendu parler? C'est une bonne question. C'est une très très bonne question. La réponse c'est non. Oui, j'imaginais bien. Alors je suis partie sur Internet, j'ai cherché l'île Prince-Édouard et j'ai vu de tellement belles photos, bien sûr, de l'herbe verte, de jolies fleurs, Oui. des plages. Aucune photo de l'hiver. C'est vrai. Ça, c'est un écueil qu'on devrait souligner plus souvent. Donc ça a été un peu un choc. Mais alors, je me suis retrouvée à l'île Prince-Édouard ici. Et je dis que c'est un moment marquant aussi parce que pendant 21 ans, j'avais vraiment construit mon identité autour de cette idée d'être médecin, tandis que là, il fallait vraiment commencer à zéro. Alors, j'ai entamé mes études en biologie ici. Je me suis dit que ça, au moins, c'est quelque chose que je sais. Ce n'est pas un super gros changement, mais c'est vraiment au fil de 2 ou 3 ans, 2017 ou 2018, que je me suis vraiment dit que là, ça, c'est pas pour moi. Il faut vraiment que je cherche ailleurs. Et j'ai découvert la politique à ce moment-là. C'était très graduel, mais c'est aussi... Pour moi, la politique, ça va vraiment ensemble avec les efforts pour l'équité. Alors, pour mon expérience en politique étudiante, c'était beaucoup pour soutenir les élèves qui n'avaient pas les moyens de payer pour leurs études. Il y avait aussi la COVID qui a donné quelques soucis, mais alors c'est là que je me retrouve ici aujourd'hui. Et comment tu as géré cette période du coup de 2 ans? J'imagine au moment où tu es arrivée, puis où tu t'es dit « Ok, là, j'arrête la biologie et je passe à autre chose ». Comment tu as géré ça? Parce qu'en plus, il y avait aussi l'immigration, connaître de nouvelles personnes, une nouvelle culture. Alors, je dirais que le premier mois, 2 mois, ça a été plutôt difficile parce que vraiment, je ne connaissais personne. Et vu que j'avais déjà fait 2 ans en université avant de venir ici, j'étais aussi un peu plus âgée que les autres. J'avais 21 ans, tandis que la plupart des étudiants avaient 19 ans. Parce que tu as recommencé le cursus de début. Exactement. Okay. Mais alors, c'est là, il y avait un programme à l'université qui s'appelle le Buddy Program, qui vraiment cherche à connecter un nouveau étudiant, une nouvelle étudiante internationale avec des étudiants qui sont déjà à l'université. Donc, c'est à travers les programmes qui ont été offerts par le Buddy Program que j'ai rencontré des amis qui sont toujours très, très proches de moi aujourd'hui. Et c'est là vraiment que j'ai développé ces nouvelles connexions sociales, que vraiment j'ai découvert comment me faire confiance moi-même encore et vraiment comment pouvoir déterminer ces nouveaux parcours. Ouais, ça c'est intéressant. Je pense que ces 2 ans, ils ont dû être riches en enseignement et... Oui, je me dis que la première année, surtout, si tu m'avais rencontrée à cette époque-là, alors je parlais pas du tout. C'est un peu choquant quand il y a des personnes qui me connaissaient à l'époque, qui me voient maintenant. Là, je ne sais pas comment me taire, donc c'est un peu l'autre pôle. Mais je dirais que oui, ça c'était une période de transition, la première année surtout. La deuxième année, c'est là que je me suis retrouvée sur le conseil étudiant et que j'ai fait plus de connexions et que j'ai commencé vraiment à apprendre. Mais oui, ça c'était une transition intéressante. Ouais. On peut continuer sur les moments qui ont marqué. Donc, on a parlé de ce départ et puis ce changement de carrière, entre guillemets. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a eu d'autres moments qui ont permis de passer des étapes? Alors, le premier moment qui me vient à l'esprit vraiment, alors j'avais peut-être 5 ou 6 ans et j'ai réalisé que tous les papas ne faisaient pas la vaisselle. Okay. Alors ça, okay. c'est quelque chose de très banal, mais c'est quelque chose qui reste avec moi surtout. On était à l'école primaire, on était en train de discuter avec l'enseignant et il a demandé comment est-ce que les tâches ménagères sont divisées dans vos maisons. Alors moi, j'ai grandi avec vraiment une division équitable, genre la vaisselle, la lessive, nettoyer la maison. C'était vraiment très bien divisé entre mes parents, tandis qu'il y avait tous mes amis, soudainement, qui disaient « Mon père, il regarde la télévision et ma mère, elle cuisine. » Et là, ça m'a encouragée à réfléchir aussi. Et je me suis dit, pendant les grands dîners de famille, comment ça se fait que toutes les femmes sont dans la cuisine et les hommes regardent la télé, peut-être avec une bière ou quelque chose comme ça. Et
Je crois que ça, je ne dirais pas que c'était un déclic féministe, parce que je ne savais pas ce que c'était quoi le féminisme, mais je crois vraiment que dès un jeune âge, ça change la perspective qu'on a, et que ça m'a beaucoup aidé à voir le monde de la façon que je vois le monde aujourd'hui. Et quand je parle de mes parents aussi, alors ma mère, elle a eu son diplôme en comptabilité quand j'avais 16 ans. Alors là, être mère, avoir 3 enfants, aller à l'université en même temps, ça a été un grand effort. Je dirais c'est pourquoi qu'elle ne tolère pas beaucoup quand je me plains. Elle se dit t'as juste tes études. T'as pas 3 enfants qui courent derrière toi. Oui, c'est vrai. Exactement. Et c'est aussi cette collaboration entre eux, parce que à l'époque, ma maman, elle étudiait un peu plus. Alors mon père, il a vraiment pris charge de beaucoup plus de responsabilités autour de la maison. Et je crois que ça aussi, leur relation, ça m'a beaucoup appris en ce qui concerne l'égalité des genres, en ce qui concerne ce qui est acceptable et ce qui n'est pas acceptable en couple. Et je crois que ces valeurs-là se transmettent aussi dans les lieux de travail, dans les prospects que les femmes ont dans leur futur. Oui, c'est sûr. J'ai envie de te poser aussi la question. Donc là, c'était il y a quelques années. Oui. Comment tu vois la situation évoluer depuis, du coup, une vingtaine d'années à peu près? Wow. Alors, tu veux dire... Je veux dire que la situation, justement, de tes parents, où c'était assez équilibré, moi, j'ai la sensation que ça change, cet équilibrage des tâches, si on peut dire ça comme ça. Toi, comment est-ce que tu vois ça? Est-ce que tu notes une évolution ou est-ce que, non, en fait, c'est juste un peu toujours pareil? Alors, ça fait aussi 9 ans que je ne vis plus avec mes parents, donc... en règle générale, En règle générale. Je crois qu'aujourd'hui, c'est plus équitable, dans un plus grand niveau social. Les femmes, je crois que font toujours la majorité du travail. Je crois que les statistiques disent que 2/3 des tâches ménagères sont faites par les femmes. Donc, ce n'est pas égal. Mais je dirais que, en termes de conversation, même, les choses ont beaucoup changé depuis. Je travaille bien sûr avec les femmes en politique, donc ça, c'est une question un peu différente. Mais quand on parle de violence contre les femmes, je crois qu'il y a même 5 ans, 6 ans, quand on parlait de violence contre les femmes, violence contre les politiciens, politiciennes, c'était vraiment considéré comme étant juste une partie du travail. C'était quelque chose qu'il fallait vraiment qu'on accepte. S'il y avait une femme qui disait « je ne tiens plus le coup, il y a trop de personnes qui m'insultent tout le temps, je reçois des menaces », alors c'était plutôt « alors tu as décidé de mettre ton nom en avant, donc essaie de comprendre comment est-ce que tu vas vraiment gérer la situation ». Tandis qu'aujourd'hui, quand on parle de violence contre les femmes aussi, c'est une conversation, je crois, un peu plus honnête et c'est une conversation plus équilibrée où on comprend que être insulté, ce n'est pas partie du travail, c'est vraiment quelque chose qu'il faut combattre. Donc, ce n'est pas la question que tu m'as posée, mais quand on regarde la distribution des tâches entre les genres et quand on regarde la violence contre les genres, je crois que les conversations vraiment ont commencé à changer. Et ça, c'est le premier pas vraiment pour avoir un changement qui est considérable et de longue durée. Oui, l'écoute est différente, effectivement. Puis la prise en compte des femmes. Je me demande si c'est un lien avec le fait qu'il y ait plus de femmes aussi dans des postes plus hauts en responsabilité. Et du coup, femmes et femmes, je ne sais pas ce que tu en penses, mais il y a quand même une certaine solidarité qui se met en place, peut-être? Oui, absolument. Quand on voit qu'il y a plus de femmes dans des positions de leadership, surtout, alors moi, je pense beaucoup aux femmes avec lesquelles je travaille. Alors, s'il y a une femme qui était ou qui est en politique et que je la contacte et que je lui dis qu'il y a une femme qui veut entrer en politique, elle veut vraiment parler à quelqu'un qui a de l'expérience, je n'ai jamais reçu un non. Tout le monde, c'est toujours oui. Je serais vraiment ravie d'aider cette jeune femme. Je serais vraiment ravie de partager mes expériences avec elle et de l'aider de n'importe quelle façon. Et alors, j'ai jamais eu un non. Et on ne m'a aussi jamais demandé de quel parti politique cette aspirante provient. Okay. Donc, quand on regarde les divisions entre les différents partis politiques, peu importe le parti, les femmes sont toujours prêtes à aider, et non seulement les femmes qui sont affiliées avec les mêmes partis, mais avec les autres aussi. Et ça, je trouve que c'est très prometteur. Donc, certainement, avoir plus de femmes, c'est incroyable. Et aussi, nous ne pouvons pas être ce qu'on ne voit pas. Alors, c'est aussi avoir plus de modèles, avoir plus de personnes
avec les expériences qu'on cherche vraiment à émuler, c'est un mot en français? Oui. À émuler. Augmenter, un petit peu développer. Exactement. C'est vraiment avoir plus de femmes qui sont des exemples, plus de femmes à qui on peut vraiment tracer les pas. Ça, c'est très, très prometteur. C'est sûr. Puis à une autre échelle, on le voit aussi dans la société, par exemple dans la publicité, où les corps de femmes sont vraiment différents. C'est pas encore une majorité, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on voit se développer, effectivement. Absolument. Je dirais que les perceptions sociales ont certainement changé. Je dirais aussi que ça a été très, très lent. Et c'est toujours très lent. Je crois qu'il y a toujours aujourd'hui une disparité en ce qu'on voit dans les médias, en ce qu'on voit vraiment dans la communauté d'une façon très publique et ce qui se passe dans les maisons. Je crois que quand on regarde les statistiques, c'est toujours les femmes qui font la majorité du travail. Et ça, c'est vrai aussi pour les femmes dans des positions très, très, je dirais, stressantes, que ce soit en politique, que ce soit en tant que chef d'entreprise. Elles sont toujours... On s'attend toujours à ce qu'elles font la majorité de ce travail-là. Et ça, c'est un peu comme avoir 2 postes à temps plein en même temps. Donc, oui. Alors, moi, j'aimerais voir que ça change un peu plus dans le futur et qu'on vraiment commence à changer les choses, non seulement à ce qu'on présente, mais à ce qu'on fait aussi. Et j'ai envie de te poser la question, comment tu mets ça en place, par exemple, dans ton travail, cette évolution, enfin, cette envie d'évolution? Alors, pour moi, ça commence toujours avec la recherche. Il faut vraiment s'appuyer sur les expériences des femmes qui ont vécu ces expériences-là. Alors, ça, c'est un peu répétitif, mais il faut vraiment s'appuyer sur les expériences des femmes qui ont fait ce parcours pour comprendre vraiment quels sont les obstacles auxquels elles font face, quelles sont les différentes solutions qu'on peut trouver vraiment. Alors, quand on regarde aujourd'hui les différentes difficultés auxquelles elles font face, il y a vraiment l'équilibre entre la vie de travail et la vie personnelle. Ça, c'est toujours primordial, surtout quand ces femmes ont des jeunes enfants qui ont besoin de beaucoup d'attention. Alors là, ça, c'est un obstacle particulier. Mais aussi, en tant que d'autres obstacles, là, alors, on voit aussi qu'il y a des barrières en ce qui concerne vraiment... les attentes que nous avons de nos élus. Alors, c'est aussi à l'île Prince-Édouard, on contacte nos élus pour vraiment tout. Si on cherche un travail, si on cherche un plombier, si on veut être connecté à quelqu'un. Et ça, c'est vraiment différent du reste du Canada. Nous avons fait des recherches à la coalition, je crois que ça date d'une 13e, 14e d'années maintenant, où on a découvert que les élus à l'île Prince-Édouard font en moyenne 5 à 11 heures de plus de travail avec leur communauté que les élus des autres régions. C'est énorme. C'est énorme. Je crois qu'il y avait un entretien dans ce rapport-là où il y avait une élue de l'île Prince-Édouard qui a partagé qu'elle était en conversation avec quelqu'un d'une autre province et on lui a demandé « Qu'est-ce que tu fais ce dimanche ?» Et l'élu de l'île Prince-Édouard a répondu « Alors ce dimanche, le matin, je vais faire ça, l'après-midi, j'ai des funérailles, et puis j'ai le mariage de quelqu'un, et puis je vois qu'il y a quelqu'un qui vient me parler. Et toi, qu'est-ce que tu fais ?» Et la réponse qu'elle a eue, c'est « Oh, c'est un dimanche, donc je vais passer un peu de temps avec ma famille. » Et ça, c'est vraiment une différence qu'on note beaucoup ici, où il y a beaucoup d'attentes et pas beaucoup de soutien. Et vraiment, on continue à faire de la recherche et à plaidoyer pour que ces barrières soient éliminées, que ce soit en termes de créer plus de support administratif, des bureaux qui vraiment sont là pour gérer les relations avec les différents habitants des communautés, au lieu que s'il y a quelqu'un qui a un problème, au lieu qu'ils contactent leurs élus, ils peuvent contacter ce bureau-là. Oui, en fait, de décharger un peu Exactement. les élus, quoi. Oui. Ce serait une bonne chose. Est-ce qu'il y a d'autres moments, d'autres étapes importantes dans ta vie que tu as envie de partager avec nous? D'autres étapes importantes? C'est un peu bizarre quand on regarde en arrière, il n'y a pas beaucoup de choses qui viennent vraiment à l'esprit. Mais je crois que le moment où j'ai su vraiment que j'ai fait la bonne décision en changeant de carrière, en changeant de filière, c'était l'automne dernier, autour des élections municipales. Alors,
je suis arrivée au Canada en ne sachant vraiment rien des politiques. Alors, je savais que le premier ministre, c'était Justin Trudeau, et c'est tout. Ok, c'est la base. C'est la base. Franchement, à l'époque, je n'avais pas beaucoup d'intérêt à part ça, mais je crois que l'automne dernier, quand nous avons fait des écoles de campagne pour les femmes qui voulaient être élues au niveau municipal, alors là, ça a été vraiment un moment... Je ne sais pas vraiment comment décrire ce moment-là, mais quand on y pense, il y avait 6-7 ans où je ne connaissais rien, tandis que là, pour pouvoir soutenir toutes ces femmes à accéder à ces positions-là, pour pouvoir vraiment comprendre le gouvernement, comprendre comment les politiques, ça marche, à les pince Édouard. Alors ça reste avec moi. C'est un peu, je crois qu'on dirait en anglais le moment, full circle moment. C'est un peu, d'accord, le parcours, il est complet là, et je sais où je vais, et je suis satisfaite du chemin que j'ai choisi. Ah, c'est trop... C'est tellement beau quand tu arrives. Enfin, je sais pas si ça va durer, hein, parce que c'est aussi beau la remise en question dans la vie et tout ça, mais c'est assez beau quand tu arrives à ce moment-là de dire « Ok, je vois où je vais. » Et c'est tracé, quoi. Ça doit être assez... comment dire, ça doit un peu ramener de la sérénité et puis de l'avancement très serein. Oui, absolument. C'est un peu le moment où tu réalises que les rêves d'enfance, des fois, il faut que ça reste en enfance et ça va te se réinventer, ça va te trouver des nouvelles trajectoires aussi. Et j'ai envie de te poser la question, comment ta famille a réagi au moment où tu leur as dit « Bon, bah ok, la médecine, c'est fini, je vais faire de la politique, en fait ». Alors, j'ai fait ça de façon très graduelle. C'était aussi... Je fais toujours la biologie. Je finis mes études en biologie. J'ai eu ce petit passage. Mais je crois que c'était graduel. Alors, au début, je dirais que, comme tous les parents, il y avait un peu de difficulté de est-ce que tu es sûr de ce que tu fais? Est-ce que tu as beaucoup réfléchi? Il y a quoi en tant que prospect d'emploi? Des questions comme ça. Mais au final, je crois beaucoup dans l'idée de laisser mon travail parler pour moi. Alors, je crois que quand j'ai commencé ici à la Coalition, quand j'ai vraiment commencé à avoir des résultats du travail, alors ils ne comprennent pas beaucoup de ce que je fais des fois parce que nous n'avons pas d'organisation comme la Coalition à l'île Maurice, mais je crois que quand mes parents voient le succès, quand ils voient la joie que je prends dans mon travail, alors là, c'est beaucoup plus positif. Et du coup, si je peux faire le pendant, qu'est-ce que toi, tu dirais à la petite Sweta qui avait 10 ans et qui voulait être médecin en étant ce que tu es aujourd'hui? Alors, je ne veux pas lui dire de ne pas faire la médecine parce que je crois que ces expériences-là ont vraiment affecté la personne que je suis aujourd'hui. Ça affecte la façon dont je vois les choses, mes capacités. Donc, je crois que je lui dirais de vraiment faire confiance au parcours et de se faire confiance à elle-même et que ça va marcher au final. Aussi, je voulais te poser la question par rapport à la politique et par rapport à ce que tu fais à la Coalition. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de ton travail ou de ce que tu fais ou de ce que tu as fait, en tout cas, jusqu'à maintenant? Alors pour moi, ça revient toujours à l'importance de la diversité en ce qui concerne la représentation. Je crois que nos expériences vraiment affectent la façon dont on voit les choses. Nos expériences affectent ce qu'on priorise. Alors c'est important qu'il y ait des expériences diverses. Quand on regarde la représentation en position de leadership, que ce soit chef d'entreprise, que ce soit dans les conseils ou en tant que directeur de diverses organisations ou en gouvernement. Donc l'importance de la diversité, c'est pour moi quelque chose de très, très important. Quand on regarde aussi les changements qui sont faits quand on a une plus grande représentation, quand on a plus de femmes, on voit que ça a tendance à être reflété en termes de politique sociale, en éducation, en termes de soutien pour ceux qui ont des enfants. Donc, ce sont des changements qui sont très, très concrets et ce sont des changements qui sont très importants. Donc, même si là nous sommes au niveau provincial à 7 femmes encore, ce qui n'est pas différent de la dernière fois, il faut toujours avoir plus de représentation, non seulement quand on parle de genre, mais quand on parle d'autres formes de diversité, que ce soit en termes de minorité raciale, que ce soit en termes de personnes qui vivent avec un handicap. Ce sont des voix qui sont très, très importantes et qui doivent être représentées. Et
Aussi, donc, tu viens de l'île Maurice. Est-ce que... comment tu vis le fait de travailler pour le Canada et plutôt que pour l'île Maurice, par exemple? Est-ce que tu te poses la question de dire est-ce que je pourrais aller faire ce travail-là ailleurs ou est-ce que pour toi, c'est vraiment OK d'être là? Je finis la phrase. Alors, comment je me sens? Ça, c'est une question que je me pose tous les jours parce que, bien sûr, j'ai vécu à l'île Maurice pendant 20 ans. C'est vraiment d'où je viens. C'est vraiment ma maison d'une certaine façon. Mais aussi, je crois que l'île Prince-Édouard, ça a été aussi là où je vis depuis 7 ans maintenant. Donc, ça fait pas mal de temps ici. Et si je vois que je peux vraiment faire du changement ici, alors je vais continuer sur ce chemin-là. Si je vais retourner à l'île Maurice un jour, j'en suis pas sûre. Et je ne suis pas sûre aussi si le travail que je fais maintenant serait bien reçu là-bas, de la façon que c'est ici. Alors oui, c'est une question que je me pose tous les jours. Je n'ai pas la réponse encore. Mais il faudra voir. Ouais, c'est une possibilité, comme on disait tout à l'heure, de toujours te remettre aussi en question et de dire est-ce que je suis bien là où je suis ou pas et qu'est-ce que l'avenir me réserve aussi. Oui, absolument. Je crois que là, ça fait 3 ans que je fais ce travail-là. Donc, j'adore le travail que je fais. J'adore les personnes avec qui je travaille. Mais en politique, surtout, il faut se demander des fois s'il y a d'autres voies qui seraient mieux reçues. Est-ce que j'ai fait tout ce que je peux faire? Est-ce qu'il y aurait des personnes qui pourraient faire mon travail mieux que moi? Donc ça, c'est des questions auxquelles je pense, je crois, un peu souvent, le plus de temps que je passe ici. Et aussi, je crois que je suis encore dans ma vingtaine, donc... Oui, t'as encore un peu de temps. J'ai encore un peu de temps. Et je crois que c'est vraiment le temps de pouvoir explorer d'autres options. Donc, il faut vraiment se réinventer, comme tu l'as dit précédemment. Donc, ouais. Et est-ce que où est-ce que tu te vois en fait dans 10, 20 ans? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Comment tu vois les choses? Alors ça, c'est une question intéressante parce que quand on parle de politique beaucoup, l'idée qui me revient toujours à la tête, c'est l'idée d'avoir des limites de terme. Alors, est-ce que il faut vraiment savoir quand entrer en politique, mais aussi il faut savoir quand est-ce qu'on a fait tout ce qu'on pouvait faire et c'est temps de faire quelque chose de nouveau. Alors là, à l'heure que je suis, alors je trouve que pour moi, j'ai accompli beaucoup de choses avec la coalition, mais vu que nous avons un nouveau gouvernement, ça serait peut-être préférable d'avoir des nouvelles perspectives pour vraiment avoir un nouveau début, un nouveau départ, pour pouvoir aider l'organisation à faire ce qu'il faut qu'elle accomplisse. Alors, pour ça, je crois que en ce moment, je joue un peu avec l'idée d'explorer plus de filières pour moi aussi, pour mon développement professionnel. Et ce septembre aussi, je serai en train de faire mon master en management politique à l'université de Carleton. Donc, pour moi, la coalition, ça finit un peu dans quelques mois. Mais je crois qu'en ce qui concerne mon travail pour moi, je suis très, très passionnée en ce qui concerne les mouvements d'équité, en ce qui concerne la recherche, en ce qui concerne les politiques. Donc, même si je commence à travailler dans un nouveau secteur, je crois que la politique, ça c'est quelque chose à quoi je m'intéresse beaucoup et je me vois travailler dans ce secteur-là pour quelques années au moins. C'est intéressant, j'avais jamais pensé au fait que le travail des personnes qui sont pas forcément élues mais qui travaillent autour de la politique ou dans le monde politique doit se remettre en jeu en fait régulièrement par les élections, par ce que souhaite la population et les personnes qui votent. Je veux dire que justement là, comme tu disais, le gouvernement change, donc les demandes vont changer pour la coalition, les projets vont changer aussi, pardon. Donc c'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'avais jamais imaginé. Comment toi, tu gères cette remise en question continuelle, en fait, de ton travail ou de ce que tu as envie de faire aussi? Je crois que c'est l'une des parties les plus, je dirais, excitantes du travail, cette remise en question. Ce n'est jamais monotone. Il y a toujours des possibilités d'évoluer. Il y a toujours des possibilités en ce qui concerne les relations qu'on développe, en ce qui concerne les projets sur lesquels on travaille. Alors ça,
on m'a dit que cet épisode-là allait être diffusé dans 11 mois. Donc ça, c'est le mars 2024. Oui, ce sera déjà long. Alors, en mars 2024, la coalition mettra en place le Parlement avec des jeunes filles, donc des filles âgées de 14 à 18 ans, qui seront vraiment des élus pour un week-end. Et ça, c'est un projet intéressant sur lequel on travaille en ce moment. Je ne serai malheureusement pas là pour voir ce projet-là, mais je crois que c'est un des projets les plus intéressants, mais aussi en tant qu'un organisme qui n'a pas d'affiliation politique avec un parti spécifique pour nous, le travail, c'est toujours, en ce qui concerne développer les relations, développer des connexions, vraiment avoir la confiance entre nos élus et nous pour qu'on soit vraiment en position de les soutenir de n'importe quelle façon, mais aussi d'être vu en tant que capacité de personnes qui ont la recherche, qui ont les capacités et qui ont les bonnes idées pour améliorer les choses. Donc, vraiment développer ces relations, c'est primordial et les projets vraiment suivent ces développements. Oui, donc finalement, comme vous n'êtes pas lié à un parti, peu importe le gouvernement qui arrive, tu t'adaptes et tu changes un petit peu les projets peut-être, mais ça reste quand même, la base reste un peu toujours la même. La question que j'ai envie aussi de poser, c'est que est-ce que ça t'est déjà arrivé de remettre en question ton travail ou ton poste de travail ou quoi, parce qu'un gouvernement qui était là, ou les personnes qui étaient là, correspondaient pas forcément aux idées que toi tu avais? Alors, remettre en question mon travail, pas dans le sens que c'est un gouvernement qui a vraiment influencé mes décisions. Je crois que quand on parle de féminisme, on parle beaucoup d'intersectionnalité aussi. Alors, moi, je suis une immigrante, je suis une femme de couleur, et je crois que quand je réflecte sur mes expériences au Canada, en France, peu importe où, peut-être pas à l'île Maurice, parce que c'était une majorité raciale, il n'y avait pas de ces soucis, mais quand je regarde mes expériences et quand je regarde les barrières, quand j'analyse ce qui m'a posé le plus de soucis, souvent c'est mon statut d'immigration ou ma couleur. Il n'y a pas trop, quand je compare le genre et quand je regarde la discrimination qui arrive à cause de mon genre, alors ce n'est pas au même niveau. Donc, je crois que pour moi, avoir des femmes en gouvernement, c'est incroyable, mais ce qui me tient à cœur surtout, c'est avoir d'autres formes de diversité, d'autres formes de représentation. Quand on regarde nos élus au niveau de la province maintenant, nous avons juste un élu qui est noir et c'est Gord McNeely. Et c'est tout. Et ça, une voix sur 26, 27, ce n'est pas suffisant. Il faut plus de représentation parce que une personne ne peut pas faire beaucoup de changements. Elle peut faire beaucoup de tentatives, beaucoup d'efforts, mais le changement, ça vient vraiment, je dirais, quand il y a une masse critique. Alors la masse critique, d'après les Nations Unies, c'est quand il y a un tiers d'un groupe qui est sous-représenté, qui est autour de la table, qui est élu, alors que ce soit des femmes, que ce soit des personnes de minorité raciale, des personnes avec un handicap. Donc, je crois que quand on parle de diversité, le travail de la coalition, ça me tient à cœur, oui, mais ce n'est pas le plus gros souci pour moi personnellement. C'est juste une partie du puzzle. Et j'ai envie de rebondir aussi sur cet aspect-là. C'est-à-dire qu'à l'île Maurice, effectivement, tu n'étais pas dans une minorité raciale, en tout cas. Et suivant, pas forcément uniquement au Canada, mais aussi en France, j'imagine. Comment toi, tu as vécu justement ça, de passer d'une majorité à des minorités? Comment, toi, personnellement, je veux dire. Et est-ce qu'il y a eu des défis? Je crois qu'au début, je n'ai pas beaucoup remarqué. Je me suis dit, je vais faire ce que je vais faire. Je ne vais pas vraiment me casser la tête. Mais je crois que c'est quand on réalise vraiment les perceptions que ça change un peu. Je crois que j'ai eu beaucoup de chance dans les expériences que j'ai eues personnellement, mais en parlant des amis qui ont été refusés des appartements parce qu'ils étaient des étudiants internationaux ou qui avaient des difficultés à être embauchés parce que le nom était un peu étranger. Les personnes savaient que ce n'était pas une personne de l'île Prince-Édouard. Ou quand on regardait aussi autour de la COVID-19, alors là, j'avais beaucoup de chance, j'avais un emploi, j'étais embauchée
dès le début de la pandémie, que je n'ai pas connu beaucoup de temps de chômage, mais en parlant aux centaines d'élèves à l'île Prince-Édouard qui n'avaient pas ce soutien familial, les banques étaient fermées, donc l'argent des parents s'était coupé aussi. Les emplois, la majorité des employeurs étaient fermés, il n'y avait pas beaucoup de jobs, il y avait des difficultés à être embauché, il y avait tous ces soucis-là, et ça fait réfléchir aux difficultés additionnelles auxquelles les immigrants font face. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, ce n'est pas quelque chose d'incroyable, mais c'est juste avoir ces exemples-là, parce que nous avions développé vraiment des supports pour ces étudiants, des supports financiers, mais nous avions une quantité d'argent qui était limitée et à distribuer. Il y avait juste des centaines et des centaines d'applications à lire. Et ça, c'était un travail difficile. Et je me suis retrouvée très, très chanceuse. En ce qui était le plus difficile, je dirais par contre, c'est la nourriture. C'est très différent ici. C'est sûr. Il n'y a pas de riz tous les jours. Donc, ça m'a pris beaucoup de temps pour m'adapter. Mais ouais, c'était une transition intéressante. Oui, c'est plutôt peut-être culturel que finalement la minorité, c'est plus l'adaptation à la culture, aux différentes manières de faire. Absolument. En tout cas pour toi, mais effectivement peut-être pour d'autres. Ah oui, et je me suis retrouvée très très chanceuse. Il y avait des petites agressions ici et là, mais je ne suis pas le sort de personne qui va prendre ça au cœur. Ça ne veut pas dire que c'est acceptable. Oui, c'est ça. Ce n'est pas acceptable du tout. Alors, quand je suis arrivée ici, j'étais seule. Là, j'ai 2 petites sœurs qui sont à l'université, donc je me soucie beaucoup pour elles. Alors, il faut vraiment que les choses soient améliorées. Et il y a eu du changement, il y a des améliorations, je crois, qu'en ce qui concerne la valeur qu'on donne à la diversité. Mais aussi, dans ces mois derniers, il y a eu quand même une augmentation en ce qui concerne le racisme à l'île Prince-Édouard. Et ça, c'est dû beaucoup, je crois, aux soucis qu'on a en ce qui concerne l'accommodation, en ce qui concerne les soutiens sociaux, en ce qui concerne la santé. Et quand il y a des personnes qui cherchent vraiment à qui la faute, alors la réponse la plus visible, souvent, c'est les immigrants. C'est des minorités visibles. Et je crois que si on veut vraiment améliorer les choses pour tout le monde, il faut que ça commence par le gouvernement, par les soutiens sociaux qui sont disponibles aux personnes. Tu as bien choisi ton domaine. C'est passionnant, en fait, de t'écouter parce que, oui, on se rend compte de toute l'implication de la politique. Moi, c'est vrai que c'est pas quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Enfin, ça m'intéresse indirectement parce que, effectivement, quand il y a un service qu'il n'y a pas ou quand il me manque quelque chose, je me dis, ah là, il faudrait faire des choses. Mais à l'intérieur, j'y vais pas. Moi aussi, je suis Premier ministre Justin Trudeau. Et je suis après à ce niveau-là. Et je trouve ça passionnant, en fait, qu'il y ait justement des gens comme toi qui se disent, OK, moi, je m'investis et c'est ça qui m'intéresse et je veux que ça change. Chacun son niveau, mais en tout cas, c'est intéressant. J'ai envie de te poser aussi la question, pourquoi travailler, tu y as un peu répondu, mais pourquoi travailler pour les femmes et pas pour la politique en règle générale avec un domaine dédié aux femmes, mais en tout cas quelque chose de plus global. Pourquoi vraiment travailler sur les femmes en politique? Alors, le changement, ça vient d'en haut. Il faut vraiment qu'il y ait un changement en ce qui concerne la représentation pour qu'il y ait un changement en ce qui concerne les programmes, les initiatives, le financement de différents projets. Alors, je crois que c'est important d'avoir une plus grande représentation de femmes en politique. Alors, j'ai trouvé ce travail-là quand j'étais en train de finir une dissertation pour mon diplôme. Et j'étais sur Facebook. C'était sur les femmes en politique. Et c'est là que j'ai découvert la coalition et le travail que la coalition faisait et que l'organisation était en train d'embaucher. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, je ne vais pas avoir le poste, mais je vais toujours mettre mon nom en avant. Et ça a marché plutôt bien. Et je crois qu'il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent dans ces situations-là où il y a des emplois, il y a des postes qui sont devant elles, elles ne se sentent pas qualifiées, elles ne se sentent pas prêtes pour faire ces positions-là, mais tandis qu'elles ont toutes les capacités. Donc, je crois que c'est important de les encourager et d'améliorer les choses. J'ai envie de te poser la question, est-ce que tu penses que tu es féministe ?
Oui. Et qu'est-ce que tu répondrais aux personnes qui disent « mais le féminisme, ça fait peur, c'est un mot un peu militant, un peu violent ». Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire pour les convaincre qu'on est tous un peu féministes? En tout cas, on tend à l'être, on espère que l'évolution fera que... Je ne comprends pas la peur du mot féministe. Être féministe, ça veut juste dire qu'on ne soutient pas la discrimination des genres, que ce soit en termes d'opportunités, en termes de finances, en termes de soutien social, que ce soit de n'importe quel aspect. Donc, le féminisme lui-même, ce n'est pas un mot qui fait peur. Quoi leur dire? Alors, j'aime penser que les personnes qui ont peur de quelque chose viennent d'un endroit qui n'est pas malicieux, mais que c'est juste un manque peut-être d'éducation ou de ne pas être exposé suffisamment aux différents concepts. Donc, je crois que j'encouragerais les personnes à vraiment explorer pourquoi ce mot leur fait peur, quelles sont les connotations qui leur font peur spécifiquement, parce que même si je me vois comme féministe, je ne crois pas que je vais aller être violente sur la rue. Et ça, ce n'est pas la majorité des personnes que je connais. Donc, c'est plutôt au contraire en travaillant avec des organisations qui aident les femmes, comme Action Femmes, comme plusieurs organismes. Alors, c'est vraiment... C'est très, très pacifiste. Nous sommes plutôt bien. Moi, je suis d'accord. Hein. Mais j'ai déjà entendu et je me dis, oh là là, on est loin encore, il y a encore du travail à faire. Mais c'est bien, on est là pour ça. Et est-ce que tu aurais une ressource à conseiller à nos auditeurs? Quand je parle de ressources, ça peut être quelque chose de culturel, un livre, un film ou quelque chose, ou juste quelque chose qui te fait du bien, une activité, ou comment toi tu te ressources? Oh, ça c'est une bonne question. En termes de musique, dès qu'on parlait de féminisme, j'avais Beyoncé dans la tête. Mais je crois que ce qui vraiment m'aide à me reinvigorate. Revigorer. Je savais que c'était ça. Alors, ce qui m'aide beaucoup à me revigorer, c'est vraiment les longues marches autour de l'île. Nous avons beaucoup de très beaux parcs, il y a beaucoup de belles plages. Je crois que pour moi, vraiment, marcher et être en communion avec la nature, ça aide beaucoup. Ça aide à me faire un esprit un peu plus posé. J'arrive à faire des discussions d'une manière un peu plus calme. Alors, j'encouragerais les personnes à vraiment passer un peu de moments en nature, surtout si ça commence à faire un peu plus chaud dehors. J'allais te dire, et l'hiver à l'île du Prince-Édouard, alors? Les 2 premières semaines sont incroyables. C'est génial. Il y a la neige, les beaux petits flocons, et puis il y a janvier, février, j'en ai un peu marre. Mais... on arrive à la fin. Nous, on enregistre là, déjà, on est au mois d'avril. Et effectivement, ça commence à être plus loin, mais... Oui, c'est loin. Alors, on m'a dit qu'il y a eu des fois où il y avait la neige en mai. J'ai eu la chance de ne pas voir ça en personne et j'aimerais que ça reste comme ça. Je ne suis pas très, très excitée à l'idée de voir de la neige en mai. Non, on s'approche plus de l'été que de l'hiver, on sort là. Oui, absolument. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un dernier mot que tu aimerais partager avec nos auditeurs, quelque chose que tu as envie de dire? Alors, j'aimerais juste dire un grand merci pour m'avoir invitée sur le podcast. Alors que ça va être diffusé, je ne serai peut-être pas sur l'île, mais j'ai vraiment apprécié l'opportunité de te parler, Clémence, aujourd'hui. Et je crois que quand je pense à Action Femmes, surtout, alors c'est l'un des organismes les plus intéressants qui existent sur l'île. Et j'espère que... Alors, je te souhaite tout le meilleur pour ton parcours aussi. Merci beaucoup. Merci Sweta. Merci beaucoup Clémence. Vous venez d'écouter Nous, Femmes d'IPE, un podcast produit et réalisé par Action Femmes Île du Prince-Édouard, financé par Femmes et Égalité des Genres Canada et la Fondation canadienne des femmes. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner. Tu peux également nous donner le nom de personnes que tu as envie d'entendre ici en commentaire. En attendant, n'oublie pas de prendre ta place et à bientôt.